petite créance affective, c'est pour tous les cadeaux que nous ne pouvons pas donner à nos enfants, c'est vous qui les recevez à leur place. Quelques bonbons, un costume emprunté à Saint-Nicolas pour mieux arrêter les automobilistes. Ils sont pères, ils voient leurs enfants sporadiquement et veulent plus d'équité. Créance affective, c'est-à-dire tous les droits de visite qui sont refusés pour des raisons X, soit parce que la maman ne veut pas, on présente alors des certificats médicaux, on présente un peu n'importe quoi pour nous empêcher de voir nos enfants. Ces pères et parfois aussi les mères estiment subir pas mal de discrimination, devoir se battre constamment pour faire valoir leurs droits, notamment celui de la visite. Dans 85% des cas, l'enfant est confié à la mère. Pour les pères qui assurent, il faut s'accrocher et perdre beaucoup de temps et d'argent auprès d'avocats et de tribunaux. C'est une pression, vos enfants vous échappent quelque part dans leur éducation, etc. Et les statistiques le montrent. Après 2 ans à 5 ans, 50% des enfants ne voient plus un de leurs parents. Chaque cas est différent, bien sûr, mais ce que réclament ses parents à la ministre, c'est un cadre fixe, une loi plus égalitaire. Emmanuel est séparé depuis 3 ans, il a déjà déposé 18 plaintes pour non-respect du droit de visite. J'essaie de faire comprendre qu'il faut calmer le jeu dans l'intérêt vraiment des enfants. Il faudrait au moins s'entendre à leur sujet. Je divorce peut-être de ma femme, ce divorce est en cours, mais pas de mes enfants. Reçu au cabinet de la ministre, ce collectif a pu exprimer les doutes, les déceptions, les lenteurs des tribunaux. Les pères soutiennent le projet de Laurette Onkelings de garde alternée égalitaire. Bruxelloise du mouvement pour l'égalité parentale. Mais avant de répondre à toutes vos questions, tout de suite en images, l'explication de cet avant-projet adopté vendredi par le Conseil des ministres avec Céline Mébot. L'hébergement alterné en cas de divorce, c'est l'objectif de la ministre Onkelings. Son projet vise à établir une garde équilibrée pour les parents, autant de temps chez papa que chez maman. Ça deviendra une référence. Donc le juge devra prioritairement examiner cette possibilité-là. Et l'époux qui ne veut pas cet hébergement égalitaire devra expliquer, il devra motiver. Et donc ça change tout à fait le travail actuel où on a un modèle par juge. Selon les juges, c'est possible, c'est pas possible. Actuellement, en cas de litige, le juge décide au cas par cas la garde d'un enfant. Ce projet de loi limite les prérogatives du juge. S'il n'existe pas d'accord entre les époux, le tribunal devra examiner la garde alternée selon la formule la plus appropriée dans l'intérêt de l'enfant et des parents. Les circonstances particulières, comme le très jeune âge de l'enfant ou la distance importante entre les 2 domiciles, sont laissées à l'appréciation du juge. Dans ces cas-là, il continuera à attribuer une garde principale à l'un ou l'autre parent. Le projet de loi pourrait être applicable en fin d'année prochaine. Nathalie habite à Bollers, c'est elle qui nous a envoyé la première question, plutôt la première réaction. Pour que la garde alternée soit applicable, il faut que les 2 parents s'entendent. En cas de divorce, c'est rarement le cas. Alors Kérim Mamère, c'est un avis que vous partagez. Il faut absolument que les parents s'entendent pour que la garde alternée soit applicable. Ou vous croyez que c'est une solution qui justement permet d'aplanir un petit peu les différends entre les 2 parties? Mais quand ils s'entendent, ils permettent de trouver une solution, donc il n'y a pas de problème. Je pense que sa question était le contraire. Oui, oui, tout à fait. En fait, elle suppose, elle imagine le contraire. C'est-à-dire que quand les parents ne s'entendent pas... La garde alternée peut... Mais moi, je dis parce que, justement, lorsque les parents ne s'entendent pas, on doit imposer une norme égalitaire pour ne pas donner plus de pouvoir à un parent au dépend de l'autre. Parce qu'à donner trop de pouvoir à un parent, on lui donne les pouvoirs de développer le conflit. Donc il aura intérêt à développer le conflit, à avoir une attitude peut-être belliqueuse, à refuser tout arrangement. Et en fait, la conséquence, c'est que dans les temps, un des parents sera évacué. C'est ce qui se passe en pratique. Pour vous, ça permettrait d'éviter les conflits, la garde alternée ? Éviter les conflits, ça, on est dans le conflit, donc je n'ai pas de recette pour éviter le conflit. Mais je suis plutôt d'accord pour un droit de la régulation, un droit des arrangements. Et si jamais on a une norme égalitaire, elle oblige les parents à trouver des solutions. Et c'est dans ce sens-là que ça désamorce le conflit. Maître Pire, c'était important justement d'un petit peu réorganiser la manière dont ça se passe actuellement? Nous pensons effectivement, enfin la ministre pense effectivement que le vice du système actuel, c'est le cas par cas à l'état pur. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'en réalité, puisqu'on ne sait pas faire de prédiction à l'avance, puisqu'il n'y a aucun modèle actuellement dans la loi, on peut, dans la plupart des cas, tenter sa chance. Et donc, nous pensons que ça multiplie les procès. Il y a une vingtaine d'années, il y avait un modèle. C'était la plupart du temps la mère qui avait la garde et le père qui avait ce qu'on appelait à l'époque un droit de visite, souvent d'un week-end sur 2. Et donc, finalement, ça permettait de limiter la casse dans une certaine mesure.
mesure. Bon, ce type de modèle-là est évidemment plus possible aujourd'hui, et ce que l'on constate, c'est qu'en réalité, soit il y a un modèle par juge, puisque ça dépend un peu du jour où on plaide, hein. Dans certains cas le juge est pour, dans d'autres le juge est contre, ça dépend aussi de l'endroit où on plaide. Devant certaines juridictions, l'hébergement alterné s'impose pratiquement d'office, donc on est dans une situation finalement très arbitraire, puisque c'est tout à fait hasardeux. Et donc le vrai problème du cas par cas, lorsqu'on applique à l'état pur, c'est que finalement chacun peut tenter sa chance, et comme on ne peut pas prévoir à l'avance l'issue du procès, eh bien on essaie alors de trouver des arguments, et c'est vrai qu'alors à ce moment-là c'est parfois le plus intransigeant qui gagne, puisque si l'on dit il faut l'accord des parties pour avoir un hébergement alterné, et que je suis avocat et que je veux obtenir cet hébergement alterné, mais que je sais que le juge ne sera pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Je demande la garde principale, et alors ensuite je négocie un hébergement alterné. Et ça c'est un peu vicieux, parce que pour avoir la garde principale, je vais nécessairement devoir trouver des arguments qui ne feront pas plaisir à la partie adverse, et donc alors on peut déraper dans le procès. Il y a beaucoup de controverses dans cette matière-là, beaucoup de psys qui ne sont pas d'accord, mais il y a en tout cas une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que le procès est néfaste. Et c'est clair que quand des parents se déchirent au tribunal avec des arguments parfois un peu limites au niveau de la personnalité de l'autre, eh bien ça crée évidemment des dégâts très importants dans les relations entre les parents, et c'est une des choses que l'on veut éviter avec l'avant-projet. Alors on parle de référence, ça veut dire aussi que ce ne sera pas systématiquement appliqué. Il y a certains critères aussi qui rentrent en ligne de compte, notamment l'âge des enfants. Tout à fait. Il faut d'abord insister sur le fait que la première règle, c'est l'accord des parents. Et ça, ce sera dans la loi en toutes lettres. C'est d'abord l'accord des parents qui doit être homologué par le juge, sauf contre-indication grave. Ensuite seulement, il y aura donc le modèle de l'hébergement alterné qui pourra s'appliquer, mais effectivement, le juge pourra s'en écarter en fonction du cas d'espèce qui lui est soumis. Dans la loi elle-même, il n'y a pas de liste de contre-indications, mais dans ce qu'on appelle l'exposé des motifs de la loi, donc qui illustre en quelque sorte la volonté du législateur, eh bien, il y a toute une série de contre-indications qui sont en général admises. Par exemple, le très jeune âge de l'enfant, mais là aussi, il y a des controverses, on n'a pas voulu indiquer d'âge vraiment couperet. Par exemple, l'éloignement géographique des parents. On n'imagine pas, par exemple, qu'un père habite Tournai et la mère Arlon, et qui, ne fût-ce que pour l'école, ça pose des problèmes importants. La disponibilité d'un des deux parents. Il y a des gens qui travaillent énormément et d'autres qui travaillent moins, donc ce serait un peu absurde de ne pas faire de différence dans ce cas-là. Donc il y a toute une série de cas où le juge pourra s'éloigner du modèle, mais il est bien clair que c'est vrai, l'hébergement alterné deviendra une forme de modèle qui s'appliquera. On renverse un peu le système actuel où aujourd'hui, celui qui veut la garde alternée doit démontrer que c'est bon. Et donc ici, finalement, ce sera celui qui y sera opposé qui devra expliquer pourquoi ça n'est pas bon pour les enfants. Karim Amer, ça vous satisfait, cet avant-projet, quand on voit les différences que ça va permettre Dans le principe égalitaire, on est d'accord. Mais par exemple, on voit qu'il y a déjà on fait une discrimination concernant l'âge de l'enfant. Il est vrai que le rôle de la mère est important, mais le rôle de père est aussi important dans la prime enfance. Dans la prime enfance, les besoins physiques de l'enfant sont physiques, il a soif, il a faim, il faut le conforter, et le papa apporte ça au réconfort. C'est ce qui va déterminer sa personnalité. Donc les psychologues, les psychiatres le disent bien, la première année de l'enfant est fondamentale parce qu'il y a 50% du cerveau qui se constitue. Les 5 premières années sont très importantes pour définir la personnalité. Est-ce que cet enfant est aimant ou pas? Est-ce qu'il est renfermé ou enthousiaste? Donc on détermine les traits de la personnalité. Donc on ne peut pas nier la place de la mère, ça c'est clair, mais on ne peut pas nier non plus la place du père. Vous avez l'impression que le père n'est pas suffisamment entendu, même avec cet avant-projet de loi? Excusez-moi si vous me permettez. Donc quand on prend la responsabilité de déclencher un divorce à un âge aussi bas de l'enfant, il faut quand même en assumer les conséquences. Alors est-ce que ce n'est pas suspect qu'un parent à cet âge de l'enfant demande le divorce, demande la séparation? Donc il y a une question de responsabilité à l'égard de l'enfant. Et bien si on fait ce choix, il faut aussi faire les conséquences. Les conséquences sont égales. Donc c'est un principe d'égalité qui doit s'imposer. Donc je reviens avec ma question, si vous le permettez. Est-ce que vous avez l'impression que les pères ne sont pas suffisamment entendus dans la justice actuelle, même avec cet avant-projet de loi? Il est clair que jusqu'à présent, on l'a dit en anecdote, c'est une demi-heure de 14 pour les pères. Ils vont au tribunal et c'est vrai qu'ils ne gagnent pas grand-chose. Hein, et que malheureusement, depuis quelques années, pour prendre une autre image qui a été donnée par un de nos membres, c'est un rideau de fer qui est tombé entre les parents. Il n'y a plus de communication possible. Si autrefois il y avait un divorce, disons sans conflit, aujourd'hui on est dans un divorce avec conflit et plus aucune communication. Et j'ai le regret de dire que c'est la composition de la loi elle-même qui a laissé la place au conflit de se gangréner. Et donc là, revenir à un principe plus égalitaire, je crois que ce serait plus sain, parce que ça va obliger les parents à trouver des solutions
aller vers un droit de la régulation, un droit où on va trouver des solutions plutôt que de développer des conflits. Et celui qui est plus belliqueux, eh bien, il va comprendre qu'il y a une norme égalitaire, il sera amené à négocier pour trouver peut-être quelque chose qui convient mieux, selon lui, que la garde égalitaire. Maître Pire, quand on entend Monsieur Hammer parler de guerre, parler de gangrène, parler de conflit, vous croyez qu'avec cet avant-projet de loi, on va pouvoir un petit peu revenir un peu plus à la raison? Il ne faut pas se faire trop d'illusions, évidemment. Hein. Je crois que ce n'est qu'un progrès. Je pense effectivement que le fait qu'il existe un modèle de la loi va nécessairement créer finalement une espèce de règle générale qui permettra probablement de limiter, dans un certain nombre de cas, en tout cas, les conflits. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça devrait être progressif. Mais il y a un point sur lequel, si vous me permettez, je voudrais insister en 2 mots. C'est qu'il y a beaucoup de contre-indications que l'on donne à l'hébergement alterné qui, en fait, sont dirigées contre la place du père, justement. Je crois qu'aujourd'hui, devant la plupart des juridictions, même chez les juges qui sont contre le principe d'un hébergement strictement égalitaire, la plupart de nos pères qui le revendiquent, en fait, un tiers-temps, que ce soit un week-end sur 2 plus le mercredi, ou bien parfois, comme ça se fait de plus en plus souvent, du mercredi au lundi, une semaine sur 2, on a en gros un tiers-temps qui est donné au père. Mais prenons un exemple, par exemple, le problème du fait que les enfants ont 2 chambres. On dit souvent il ne faut pas que l'enfant ait 2 maisons. Mais dans un système d'un tiers-temps, l'enfant a déjà 2 maisons. Je crois qu'il y a toute une série de critiques qui en fait sont dirigées contre le système déjà actuellement en vigueur, où le père a de plus en plus de place, et je crois que c'est tant mieux. Je crois qu'il faut que les pères s'investissent davantage. Muriel, elle habite à Bruxelles, elle nous envoie cette autre réaction. Comment s'assurer que la garde alternée ne sera pas demandée par le père uniquement pour échapper au paiement de la pension alimentaire? Alors, Maître Pire, est-ce qu'on risque d'arriver à ce genre de dérive? Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions et qu'il ne faut pas faire d'angélisme. C'est clair que ce genre de démarche existe déjà et que, par exemple, devant les juges qui sont pour la garde alternée, certains utilisent ce moyen-là pour ne pas payer de pension alimentaire. Mais il faut quand même dire 2 choses. C'est que tout d'abord, la pension alimentaire pourra toujours être due dans un certain nombre de cas, puisque la pension alimentaire, elle existe en fonction de la situation financière des 2 parents. Donc si un des 2 parents a une aisance financière plus importante que l'autre, une pension alimentaire pourrait être payée même en cas d'hébergement égalitaire. Et une deuxième chose, c'est qu'une nouvelle fois, la partie qui s'oppose à l'hébergement égalitaire pourra démontrer, dossier à l'appui, qu'éventuellement, dans ce cas-là, il ne faut pas appliquer le système. Donc je ne crois pas que ça va se faire comme ça d'un coup de baguette magique. Germaine, elle aussi a tenu à réagir sur le répondeur d'RTL+. Elle pense en priorité aux enfants. Je crois qu'on devrait quand même demander aux enfants leur avis. Est-ce qu'ils ont envie d'aller chez papa, est-ce qu'ils ont envie d'aller chez maman, et tenir compte de leur avis personnel. Kérim, ma mère, la vie des enfants, c'est un risque de conflit supplémentaire. Ça ne doit pas être facile de demander à ses enfants de choisir. Oui, est-ce qu'ils connaissent réellement leur intérêt? Si je peux citer le jugement d'un camarade dans l'association, il a un jugement où il dit que l'enfant peut voir son papa quand il veut. Eh bien, en pratique, c'est rien. Donc la rupture est totale, la rupture est assumée. Donc ça, c'est des risques aussi qui arrivent. Et la référence de son parent, c'est une référence masculine, c'est une référence culturelle, c'est une référence de ce que tout le papa peut apporter. Est-ce qu'un enfant est conscient de ça? Donc c'est un peu l'identité, la personnalité, ça va même plus loin. C'est aussi le patrimoine familial qui est transmis, c'est tout le savoir. Donc il y a beaucoup de choses qui se transmettent et arrêter ça uniquement à l'opinion de l'enfant à un âge si jeune, c'est insuffisant. On sait que l'intérêt de l'enfant, c'est de voir son père et sa mère et d'avoir ces 2 références. Maître Pire, demander l'avis de l'enfant, c'est une pratique courante? Oui, bien sûr. Devant le tribunal de la jeunesse, l'audition de l'enfant est automatique dès qu'il a 12 ans. Devant les autres juridictions, ça dépend. Le juge peut décider d'entendre l'enfant s'il a, comme on dit, l'âge de discernement. Donc en pratique vers 7-8 ans. Et ça se fait assez souvent. Alors l'opportunité de cette démarche-là, elle est souvent discutée. Je pense que l'enfant n'est plus un objet. Je crois que de plus en plus, l'enfant est un sujet de droit. Et d'ailleurs, il y a une convention internationale qui est bien connue, qui est la Convention de New York sur les droits de l'enfant, qui donne dans bien des cas, qui impose dans bien des cas à l'État de donner la parole à l'enfant. Est-ce qu'on ne risque pas de culpabiliser cet enfant? Parce que c'est vrai qu'on l'entend avec vous également. Il y a beaucoup de passion qui bien sûr est liée à l'affaire. Et c'est vrai que pour l'enfant, quand on lui dit voilà, essaye de soutenir ton papa, essaye de soutenir ta maman, c'est peut-être un motif de culpabilité. Là, on ne parle plus de l'avant-projet, puisqu'en fait, l'audition de l'enfant, ça existe déjà depuis longtemps. Et donc, en réalité, c'est un débat qui peut éventuellement être développé. Moi, je pense que, en tout cas, dans l'état actuel des choses, l'enfant est entendu. C'est pas lui qui décide. Même si, malheureusement, dans certaines situations, l'un des 2 parents essaie parfois d'instrumentaliser l'enfant pour qu'il donne évidemment un avis favorable à la thèse qu'il défend. Mais
au plan juridique, en tout cas dans l'état actuel des choses, l'avis de l'enfant est entendu, mais ce n'est pas lui qui décide. Alors un dernier point pour être bien complet sur l'avant-projet de loi, très rapidement. Il y a également un deuxième volet, c'est sur les obligations à faire respecter également. Tout à fait. Donc on vient d'un système, il y a une vingtaine d'années, où lorsqu'une décision était prise, un huissier de justice pouvait aller chercher l'enfant de force accompagné par la police. Depuis une vingtaine d'années, donc cette pratique n'existe plus, elle a été supprimée, et donc l'avant-projet permet au juge, après un nouveau débat judiciaire, une fois qu'on a constaté qu'il n'y a pas eu de reprise de restitution de l'enfant, le juge peut alors organiser une reprise contraignante, éventuellement de l'enfant, mais avec des modalités qu'il va déterminer. Donc il y a d'abord un nouveau débat, donc l'enfant par exemple peut être entendu, c'est un cas où il pourrait l'être, et le juge déterminera alors la manière dont les choses vont devoir se passer, le moins violemment possible évidemment pour l'enfant, mais enfin il faut supprimer ce vide actuel où lorsqu'une décision n'est pas respectée, l'un des deux parents ne voit plus du tout son enfant. Ça, ce n'est pas admissible. Messieurs, merci. Demain, RTL+ reviendra sur un tout autre sujet, sur la panne du réseau Banksy. C'était samedi, l'échec des cartes de paiement. Que s'est-il passé? Que va-t-il se passer pour les commerçants